Donc, c'est-à-dire que tu as à peu près 300 bonhommes qui sont, entre guillemets, plus il y en a qui sont plus ou moins sûrs, mais qui sont en ballottage. Et moi, j'étais à 2 doigts de dégager. Hein. Je l'ai senti, ça, hein, le truc de la NBA. Salut Nico, tu nous accueilles chez toi dans cette petite bicoque hein, de 30 mètres carrés, la pièce, hein, je parle de la pièce, pas de la maison. On est ravis avec Steph de venir te voir. On t'a souvent dans la libre antenne par téléphone et là on avait envie de te voir un petit peu. En vrai Steph, première impression de cet environnement? Très sympa, quartier très sympa. Moi qui suis un fan de sneakers, on m'aperçoit que Nico est plutôt bien fourni en sneakers en Jordan. On est très cool, très content d'être allé, très content de voir Nico, de pouvoir discuter de... Alors, les Clippers on va passer 3-4 minutes puisqu'il a déjà tout dit, on va surtout parler de basket. Alors, exactement, on a plein de choses à te dire. On va surtout commencer d'ailleurs, tu l'as dit, avec les Clippers. On était au match face à Utah, vous aviez été mené de quasiment 25 points. 25, vous êtes revenu, c'était aussi le retour de Paul George. C'est une année compliquée pour vous parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, mais j'ai l'impression que votre âme qu'on avait découvert l'année dernière en playoff est toujours présente. Ouais, bah ce qui se passait en playoff l'année dernière, on l'a quand même ramené. Parce que quand on finit la saison, on sait très bien qu'on allait jouer sans Kawhi. Déjà, donc ça nous a un peu permis aussi de commencer ça, le processus. L'année dernière, bon, quand Paul George a commencé à monter, à prouver en playoff déjà qui il était, je regagner le respect un peu tout le monde. Et cette année, ouais, on a eu blessures, on a eu Covid, on a eu des trades qui sont blessés derrière encore, donc c'était un peu galère. On a toujours aussi réussi à garder voilà, ce truc, ce groupe, cette âme. Le coach aussi a fait que, et on est quasiment à 50% à quelques matchs de la fin de saison. On est sûr d'être au play, on est quasiment sûr d'être dans le top 8. Donc s'il n'y a pas de play, on a quand même fait les playoffs quoi qu'il arrive. Donc c'est quand même une bonne saison quoi qu'il arrive avec tout ce qu'on a connu depuis plus d'1 an maintenant. Il y a le retour de Paul George qui a été exceptionnel face au Jazz. Ouais. C'était un petit peu plus dur dans le deuxième match face au c'est toujours le cas ça. Quand tu loupes plein d'absence, le premier match t'es chaud, le deuxième match t'es gâté. Même si la mal limité le premier match, quelques contre-attaques. Ouais, c'est clair. Ah tu sais, tu connais un peu, il te manque un peu les jambes. Ouais. Mais bon, il a plutôt très bien fini. Qu'est-ce que ça change le retour de Paul George pour vous? Est-ce que ça vous donne un peu plus d'ambition que ce que vous pouviez avoir? Bah ça change beaucoup de choses. Déjà c'est le joueur qu'il est, il peut t'en coller 30-35, t'as vu, comme il l'a fait en 3 quarts temps. Défensivement, c'est quand même costaud. On oublie quand même que c'est un vrai défenseur, Paul George. Hein. T'as vu, on a été bluffé par ça, dans ses mains là, comme ça. Ce mec-là, il a terminé top 3 dans le défenseur de l'année il y a 3 ans quand même. Hein. Et puis c'est un two-way player quand même reconnu en NBA, donc il va nous amener ça. Le scoring, le leadership, même si ça peut faire rire certains, mais oui, il a un vrai leadership. On l'a vu. Il prend la parole et puis même c'est la tension qu'il absorbe aussi, donc du coup les défenses, donc du coup moi depuis le match contre Chicago, le deuxième match, j'étais beaucoup plus libre grâce à lui quoi. Que c'est vrai que ça change pas mal de choses pour moi personnellement, pour Marcus Morris aussi, parce que Marcus Morris, il y a moins de gens focus sur lui, donc il est plus libre aussi. Donc ça change énormément de choses quand un mec comme lui revient, ouais. Paul George est revenu, justement, on te repose la question, c'est la 3e fois qu'on te pose cette année. La dernière fois on a été repris par ESPN en plus. Est-ce que la série sur le gâteau c'est Kawhi? Je sais pas. Là, j'en doute un peu quand même. Je doute un peu. Après, ouais, faut faire attention avec lui parce que c'est pas vraiment la petite blessure quand même. C'est les croisés. On est début de play-in. Il n'a pas joué depuis 1 an, donc c'est un dossier un peu compliqué même pour moi à commenter parce que je sais pas forcément tout. Je le vois. Mais après, on trouve que tu vois le 1 contre 0, le muscu plus jouer un match de play-off, un 5-5, une grosse intensité. Il y a quand même un énorme espace, donc on n'en est pas encore là, je pense. Donc on est plus sur une projection pour vous cette année, la saison elle est escalée, mais on est plus sur une projection sur la saison prochaine avec Kawhi quasiment qui va revenir à 100%, Paul George vise plus la saison prochaine. En tout cas, c'est sûr qu'il joue l'année prochaine. Ouais. Ça, j'en suis sûr. Les attentes sont supérieures. Voilà, bien sûr, l'année prochaine, ça va être différent avec l'équipe qu'on aura. Ça dépend ce qu'on va faire cet été, mais oui, c'est sûr que l'ambition va redevenir à ce que ça devait être cette année ou quand c'était l'année dernière. C'est-à-dire que c'est une équipe pour jouer, gagner le titre. Hein. Quand Paul George et Kawhi arrivent, ce duo-là doit emmener ces Clippers-là au titre. Et donc, quand on te parle, quand on sent l'atmosphère un petit peu des Clippers, cette année, vous avez fait le taf malgré tous les problèmes que vous avez eus. Mais on a cette sensation avec Steph que vous êtes très focus déjà sur la saison prochaine. C'est ce qu'on se dit. Voilà, bon, c'était quasiment que des role players cette année, quasiment dans l'équipe, parce que quand même PJ a loupé plus de 40 matchs ou 42, un truc comme ça.
Mais ça montre que voilà, chaque équipe, de toute façon, on est une grosse équipe, ils ont besoin de cette base de role player. Et nous, on a montré cette année que on peut être bon avec tous nos role players, on peut tenir la baraque. Mais si c'est vrai que si tu ajoutes 2 top 10, parce que c'est quand même des top 10, les mecs, quand ils sont à fond, c'est quand même ils sont très forts. Hein. Puis il nous manque Norman Powell aussi. Norman qui est très bon, un two-way player. Qui arrive milieu de deuxième quart-temps, qui dit bonjour à tout le monde au match. C'est un mec qui peut te mettre 19-20 points par match. Il a montré à Portland, il a montré ce qu'il peut faire à Toronto, il a joué avec Kawhi. Donc il nous manque il manquait ces mecs-là quand même. Donc voilà, on tient la baraque, on est quasiment à 50%, on est top 8 avec des joueurs comme nous. Tu rajoutes ces mecs-là en plus, oui, ça peut être intéressant. On va parler de toi, Nico. On t'a connu à ta sortie de Charlotte où tu nous parlais de retraite. De basket, de passion. Là, on a trouvé un mec épanoui, souriant. T'as vu après le match, t'es bien, t'as eu ton petit smoothie. Tu kiffes quoi. Et, le changement est radical. Donc on te sent épanoui en fait dans ton rôle, même sur le terrain, et puis dans cette ville de LA, dans ce club d'équipe. Tout se passe bien. C'est vrai que j'aurais pas pu imaginer ça. Encore en novembre 2020, quoi. C'est vrai, quand j'ai eu la news comme quoi j'étais pas viré, pour moi j'étais libéré. C'était une libération, complètement. Et que derrière, ça enchaîné. Et j'ai eu quand même une relation en direct avec Laurence Frank, le président basket d'ici, quasiment GM, celui qui gère tout le côté basket. Et après, quand les différents joueurs avec qui j'ai parlé, et quand je suis arrivé ici, ça a été des premiers jours de toute façon. La relation avec Ty Lue, j'ai découvert un mec, Ty Lue, j'ai croisé beaucoup de mecs basket qui m'ont aidé à progresser. Vincent, j'ai eu Monty Williams quand je suis arrivé à Portland, Nate McMillan. Mais il y a vraiment, c'est le mec qui m'a sauvé la vie, basketement parlant, quoi. Contractuellement avec les Clippers, t'en es où exactement là? Tu peux sortir de ton contrat cet été? Moi, je peux opt-out si je veux, j'ai une player option. Et tu sais un petit peu ce que tu as envie de faire. On a tellement l'impression que ces Clippers-là ont cru en toi à un moment donné où il n'y avait pas tant de gens que ça qui voulaient croire en toi. Ce serait un peu sévère de leur dire merci beaucoup, au revoir. Non, c'est ça. Même moi, je serais choqué si je ne re-signe pas ou si je ne reste pas ici, quoi. Donc, ça ne serait pas de mon plein gré en tout cas, si je pars. On voulait parler avec toi aussi de l'évolution de la NBA. Tu es en NBA maintenant depuis 2008, ça fait de toi un vrai vétéran. C'est quoi les plus grandes différences entre la NBA de 2008 et la NBA de 2022? Là, tu avais 2 big men. Chaque équipe avait 2 big men. Là, maintenant, je joue 4, des fois, je joue 5. Je parlais de ça il y a quelques temps avec un de nos coachs, mais quand je suis en NBA, mais jamais j'aurais pu faire ça. Là, quand moi, je me rappelle, quand je commence mes premiers matchs où j'ai vraiment joué, c'était contre les Spurs, c'est le poste 4, c'était Tim Duncan, quoi. Poste 5, je ne sais plus qui c'était, mais c'était 2 vrais big men. Nous, on avait LaMarcus Aldridge et Greg Oden. Non, pas encore. Nazir Mohamed. C'était Nazir Mohamed, comme ça, ouais. Nous, on avait LaMarcus et Greg Oden. On avait Channing Frye. Non, c'est l'année où il a joué. C'est une année rookie, c'est la seule année où il a vraiment joué. Et backup, c'était Channing Frye et Joe Prisbilla. Toi, t'es 4 vrais big men. Chaque équipe, on joue Houston, c'était Scola et Yao Ming. C'était Zach Randolph et Marc Gasol. Chaque équipe, c'est 2 vrais big men. C'était des vraies raquettes. Maintenant, t'as plus ça, quoi. Les Lakers, c'était Pau Gasol et Bynum. Tu vois, c'est fini, ça. Est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on joue de plus en plus petit par le fait qu'il y a eu, ça revient un peu avec Jokic et Embiid notamment, Rudy, mais est-ce qu'on peut expliquer aussi qu'il y a eu quasiment 10 ans où il n'y a pas eu de pivot, ou très peu, fort finalement, dominant? Oui, après, depuis Shaq, en fait, depuis Shaq Yao, on va dire, techniquement, depuis que ces deux-là ont arrêté. Dwight un peu. Dwight était quand même, Dwight était Orlando, mais c'était quand même plus des fois, ouais, Dwight était, on va dire, le dernier. Mais par contre, autour de lui, c'était pas une raquette, grand. Mais c'était pas Dwight avait des moves, c'était pas le go-to guy comme était Shaq ou Yao Ming, vraiment. C'était plus du côté athlétique, lob ou Ido, où il faisait le jeu autour de lui. Mais même s'il était très fort post-up aussi. Mais d'ailleurs, depuis ces mecs-là, en fait, après, il y a eu les Warriors qui sont arrivés, de toute façon. Ça a tout changé. C'est les Warriors qui ont bouleversé. Et ça a tout changé. Quand ils sont passés en mode small ball, ça a tout changé. Toute la ligue a changé depuis. Et il y a eu cette période de 4-5 ans où, oui, il y a eu. Les big men ont souffert. Moi, j'en ai parlé avec Marcus Cousins l'année dernière. Et Marcus Cousins, c'est un des premiers mecs qui a payé ça. Lui, il a payé dans tous les sens de ça. Marcus, c'est un des premiers mecs qui a payé ça.
Bon, il y a eu des blessures, certes, mais lui, il l'a payé. Mais là, c'est en train de revenir parce que tu as des mecs, oui, qui sont. Giannis, on peut mettre comme un big man techniquement. Mais Joel Embiid, et Jokic, Towns, et AD, toi, il y a 5 mecs qui sont. Cette semaine, on a vu jouer les Pelicans, ils startent avec Valanciunas et Jackson Hayes. Ouais. Comment regarde Cleveland, aussi. Cleveland, ils font Jarrett Allen et Mobley, donc ils sont en train de revenir. Rudy, il a un impact assez intéressant quand même dans son domaine. Donc, on va dire que le basket normal est en train de petit à petit revenir. Est-ce qu'on va revenir à 2 big men comme avant? Peut-être pas, je pense pas. Mais un vrai pivot dominant qui va rester, ça oui, ça je pense. Non, c'est pas bon, j'aime bien. Quand on peut mettre un peu la balle en bas de temps en temps, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, notamment au Jazz. Même nous, on a Zubac. Regarde, Zubac, c'est comme un pied maintenant pour nous. Et t'as même ton petit Isaiah Hartenstein. Ben, Isaiah, avec ses flotteurs. Mais c'est vrai que Zou, en fait, je pense que Zubac, il y a 3-4 ans NBA, c'était mort pour lui. Oui. Là, il peut jouer. Il peut revenir et jouer dans la ligue maintenant. Il y a quand même les pivots qui reviennent, mais il y a quand même encore de plus en plus quand même de tirs à 3 points. C'est quand même la grande philosophie depuis ce small ball des Warriors qui ont révolutionné quelque part le jeu. Mais moi, je peux pas m'empêcher de dire aussi que ça a poussé certains, pas eux, mais d'autres équipes à tomber dans des excès à 3 points. Est-ce que il n'y a pas eu un moment on n'est pas peut-être aussi en train de tomber dans cet excès de tir à 3 points des fois avec des choix complètement fous? Mais après ça, c'est le côté analytics. Les data analytics, c'est qui est en train de prendre le dessus sur le jeu aussi, ça. Après, oui, 3 points, c'est plus que 2. Puis les mecs s'écartent plus, les mecs sont plus adroits. Le terrain est plus large, comme c'est small ball, du coup, il n'y a plus de trucs de drag, donc du coup, c'est plus facile de ressortir, enfin. Puis après, oui, puis t'as l'exemple Warriors, de toute façon. L'exemple Warriors, c'est un peu commencé à Phoenix à l'époque, mais c'est surtout l'époque des Warriors qui ont mis ça en place, et puis ça a tellement bien marché, donc c'était une dynastie, les mecs. Ils sont avec 2 des meilleurs shooters de tous les temps, et puis il y avait un système, il y avait un mouvement sans ballon. C'était pas on arrive en contre-attaque ou un pompe bazar, voilà. avec des mains, des hand-offs, des décalages. Non, c'est sûr. Après, c'est une évolution de jeu. De toute façon, le jeu évolue depuis les années 60. De toute façon, si on était resté sur le jeu des années 60, ça aurait été moins. Est-ce qu'on n'a pas eu l'impression qu'avec les Warriors, on a senti clairement une évolution du jeu? D'ailleurs, on dit souvent que Steph Curry a révolutionné à sa manière un petit peu le basket comme d'autres avant lui. Mais j'ai aussi l'impression que les excès parfois, on a quand même vu des matchs NBA, des parodies de matchs sur des prises de tir à 3 points excessives. Et c'est pour ça que c'est rassurant de revoir des grands au centre du jeu. Donc Houston, Daryl Morey, James Harden. Non, ça c'était abusé. C'était abusé. Et tu parlais de l'évolution de la NBA. Moi, il y a quelque chose qui me surprend aujourd'hui en NBA, c'est que parfois je me réveille le matin avec le décalage horaire, je vois ton pote Baber Covington qui lâche des 43 points 11 sur 18, j'ai vu Josh Hart planter 44 pions, j'ai vu Anthony Simons mettre 43 points. Comment t'expliques que des joueurs, lambda, ça serait un peu péjoratif, mais pas des mecs qui sont des superstars, peuvent faire péter des t'as 80 des matchs. Je l'ai fait cette année, j'ai mis 32 en une mi-temps. C'est vrai. Ah, mais c'est Christmas. Non, MLK. J'étais à 0 points le mi-temps, je suis à 32. Des fois, t'as 82 matchs, t'as un match, des fois, où... C'est ton jour. McMahon a dû dire, bon, on défend pas son bateau, bon choix, gros. Non, c'était Rick Carlisle. Et ils ont fait zone toute la deuxième mi-temps. Non, c'était Indiana. C'était contre Indiana. Mais ça s'explique pas aussi parce qu'il y a plus en plus de mecs talentueux, en fait. Aussi, oui, après, oui. T'as des mecs qui sont plus... Oui, bien sûr, tout le monde bosse plus, bosse plus. C'est pas ça, mais... Et oui, il y a des mecs, voilà, il y a du talent, il y a des mecs bossent sur leur truc et tout, ils essaient d'évoluer. Et puis 82 matchs, t'as bien sur 82, des fois t'as un match, ou regarde Covington hier, où t'en as un, bah aujourd'hui soir c'est ton soir, et t'en mets 43. Si on fait un TND, gros, je suis sûr qu'un soir ça aurait pu basculer pour moi. Ça peut... Non mais ça arrive tout le temps. Moi par contre sur un TND, j'aurais pas mis dedans. Regarde, t'as des mecs, Corey Bauer quand même 51 à l'époque. C'était que sur contre-attaque. Non mais t'auras tous un match dans sa vie ou sur une saison où, ouais, moi j'ai eu une mi-temps cette année où 32 points une mi-temps. C'est 64 en cumulé si jamais c'est incroyable. C'est fait, t'aurais pu jouer plus qu'une mi-temps. En première mi-temps, j'ai pas été mauvais en plus en première mi-temps. J'ai mis 0, mais j'étais pas mauvais. Deuxième mi-temps. On parle de l'évolution du jeu, avec les bons et les mauvais côtés. J'aimerais qu'on parle forcément, c'est l'évolution du jeu et l'évolution du coaching. Ouais. Et on sait que c'est très important à NBA. On a fait un débat il n'y a pas longtemps avec Jack Monclar sur la différence entre le coaching européen et le coaching NBA. Toi, comment tu as senti, tu as connu plein de coachs en NBA, comment tu as senti l'évolution aussi du managerat et du coaching NBA?
Ouais, moi, j'ai eu la transition que j'ai faite, c'est j'ai eu 3 coachs, Macmillan, Terry Stott et Steve Clifford. C'était vraiment mouvement, puis carré, playbook, machin. Et après, j'ai la transition, même c'est là où moi aussi j'ai eu du mal, c'est la transition avec Borrego. Où là, c'est vraiment... tu vois comment joue Charlotte, de toute façon. Tu me vois jouer là-dedans? C'est moi, c'est pas moi. Toi, lui ne voyait pas jouer là-dedans. Mais moi, ça c'est clair. Mais toi, t'as des mecs. Ça dépend des systèmes. Toi, Kelly Oubre, il est parfait pour Charlotte. Il a galéré pour les Warriors, par contre. Parce que c'est un mec. C'est un mec qui a besoin de. Tu peux pas le structurer. Voilà, t'as des mecs qui dépendent des systèmes. Et moi, c'était l'inverse. Moi, c'était Borrego. J'ai bon essayé, lui et moi, c'est pas passé. Ça n'a pas marché. Que tu me mets sous Ty Lue, et Ty Lue, il y a... Bon là, c'est différent cette année parce qu'on n'a pas les deux, mais l'année dernière, quand c'est structuré, quand c'est machin... moi, de toute façon, c'était entre ou eux ou les Warriors. J'avais parlé avec Steve Kerr. J'avais une super entente avec Steve Kerr. Je sais très bien que si tu partais aux Warriors, ça sera aussi bien marché. Parce que voilà, il y a des systèmes qui sont différents. Mais même au niveau 2, parce que le jeu est beaucoup plus... dans le flow, ils appellent ça flow, c'est plus free, ça a plus de possession qu'avant, c'est plus rapide qu'avant. J'ai vu une stat où, quand les Suns 2007, où c'était run and gun, si tu mettais aujourd'hui, il serait 28e. Alors qu'à l'époque, c'était un délire. C'était 7 seconds under, comme ça. 8 under. Mais là, maintenant, il serait 28e au niveau de la pace s'il joue en NBA aujourd'hui. Donc le jeu a changé par rapport à ça, les jeux qui vont plus vite, il y a plus de tirs, il y a plus de tirs à 3 points, il y a plus de... ça a beaucoup plus. Tu parles du tir à 3 points, on parlait de Pop qui a battu le nombre de victoires en NBA, même Pop qui était un mec plutôt fermé, hein. Rappelle-toi de ses déclats en disant moi le tir à 3 points, je supporte pas le canardage et tout ça. Il s'est quand même ouvert un petit peu à ça. Adapté au small ball. Non, les Spurs sont quand même une des équipes qui en prennent le moins de l'NBA, mais il accepte parfois de... Mais il s'adapte au small ball. Maintenant, on joue avec Johnson en poste 5 des fois. Il s'est adapté à la NBA. Le jeu est comme ça maintenant. Ça a changé. Alors, il y a moins de post-up, parce qu'avant, il fallait faire le système pour mettre le ballon en bas sur le gros, qui pesait des trucs, machin. Il y a de moins en moins de ça. Même Denver... pourtant, ils ont du post-up, tu regardes Denver au Joe. Aujourd'hui, post-up, il est en jeu direct. Mais en jeu, même maintenant, ils prennent le rebond, ils montent la balle et puis ils vont post-up eux-mêmes sans qu'on passe la balle inside. Donc, t'as ces changements-là aussi, mais c'est l'évolution du jeu, quoi. Pour revenir, je voulais qu'il nous parle de Tyronn Lue, parce que en France, tu as cette perception de le mec est coach parce que c'était le buddy de LeBron à Cleveland. Il a cette image de joueur quand Allen Iverson lui passe par-dessus. T'as pas l'impression que ce soit un grand coach. Mais quand on t'entend, ou quand on entend parler même les joueurs qui ont joué pour Tyronn Lue, ils disent attends, lui c'est un bon technicien. En quoi c'est un très bon technicien? Déjà, il a joué. Ouais. Il connaît. Ça change beaucoup. Hein. Ça change beaucoup parce que moi j'ai eu les deux. Lui et Nate McMillan, il y a une différence avec Steve Clifford ou Borrego. Tu vois? Il y a une différence entre ces sensation que de joueurs. Voilà, Nate et lui, c'est des joueurs qui ont joué des finales NBA, qui ont gagné des titres, qui ont joué des gros matchs, qui ont joué avec des gros joueurs. Et puis, c'est la façon de manager. Ty Lue, tu vois, quand tu es à moins 30, moins 20 à la mi-temps, tu joues mal. Le discours que j'ai eu avant, tu te faisais défoncer. Et t'as Ty Lue qui va arriver, qui va dire juste 2 phrases, très calme. Des fois, il va rien dire du tout. Il va arriver, il va juste faire machin, il va partir. En fait, mais il sait les ressorts, il connaît les ressorts. Il sait exactement quoi faire, quand faire, en fait. Et c'est là où il est très fort. Et il sait que des fois, il va rentrer dans la gueule à Kawhi. Des fois, j'ai dit, mais tu veux te faire virer, toi, en fait. Dans le NBA, c'est une player league, toi, c'est league. Non, il va rentrer dans la gueule à tout le monde, mais parce qu'il a ce respect des joueurs, les gens vont rien dire, quoi. Ils vont jouer pour lui. Et puis il a cette faculté à s'adapter aussi dans le jeu. Et en fait, des fois, on comprend pas sa vision, mais on va faire putain, ok, j'ai compris pourquoi. Et comme en playoff l'année dernière, il met 2 matchs et demi à s'adapter sur le pick and roll Doncic où ça switch avec Zubac à chaque fois. Et que nous on comprend pas, et comment vous
entre joueurs, vous dites, vous le prenez, après il s'adapte, et très bien, et sur les Après, ça marche pas à chaque fois. Hein. Après, les mecs sont forts aussi. Alors, de faire des choses, il l'a refait cette année. Hein. Oui, il l'a refait cette année, ouais. On joue Dallas, donc limite en mode playoff. Le premier match, il fait exactement pareil. Il met 51, Luka. Il met 28 points en premier quart-temps, là. Il met 51, mais on perd que de 4 points. On peut leur jouer le lendemain, 2 jours. On joue 2 jours après. On se dit, bon, le matin, on va changer de système, on va faire des trappes et tout. Il dit, on change rien, je vous dis ce qu'on fait ce soir. Le matin, on fait même pas, on couvre pas Luka, rien du tout. Donc vous acceptez qu'il en mette 48, mais... On commence le match, il fait match-up, tu sais ce qu'il dit? Zou, tu commences sur Luka Doncic. Qui va au bout de ses idées. Ah, non, c'est même pas en switch, c'est même pas genre moi ou Terrence Mann. C'est Non, tu commences directement dessus. Nico, tu prends lui, le machin, tu prends lui, et Zubac, tu défenses sur Luka Doncic, tout terrain. Donc il dit, Luka Doncic va nous en mettre 48, mais on va gagner le match et il est parce sur le que les autres vont pas scorer. Il est sur le côté, il dit vas-y, Bah nous tout seul. Vas-y, nous tout seul, fais pas de passe. Et bah Luka, machin, et on a gagné 35 points. Mais là, c'est incroyable, mais j'ai dit, mais complètement barré. Par contre, Zubac, vraiment, il dit bon, non, mais qui. J'en en prends 48, j'en ai pris 51 à 2 jours. C'est sympa, mais sur la highlight, c'est pas bon. Non, mais le truc, c'est qu'il machin, il joue, il sait qu'à un moment donné, quand il passe, les autres sont plus en rythme. Mais qui fait ça? Le mec, tu mets 51, il fait, non, mais tu sais quoi, bah Zubac va défendre le soutien. Mais après, c'est ça, les coachs, il faut aussi. Tu sais, c'est aussi. Non, mais combien de coachs auraient fait son NBA? Non, mais d'accord, mais je pense que quand t'es coach, t'es obligé aussi. Dites-moi, vous qui avez joué, enfin, toi qui joues et toi qui as joué. Les coachs, à un moment, tu peux pas changer de discours tous les 3 jours, sinon tu perds les mecs. Oui. Sinon, on fait ça. Finalement, on va faire ça. Mais tu peux le faire pour certaines occasions, sur des joueurs particuliers, tu peux prévoir des trucs. Mais si à chaque match différent, tu changes 3 fois d'option de pick and roll, de défense pick and roll, tu perds le après, des fois, tu peux l'adapter. Regarde, tu oublies de t'adapter sur le match, sur la situation, mais en général, oui, tu as les mêmes. Et puis tu t'adaptes aussi aux joueurs que tu as. Si tu as des mecs qui peuvent pas assimiler 3-4 trucs différents, tu vas au plus simple. Hein. On a joué avec des citrons, hein, Nico. J'aime bien que tu répondes. 2, 3. J'en ai eu 2, 3. Ils comprennent pas. J'aimerais qu'on revienne sur Greg Popovich. Il est devenu donc le coach le plus victorieux de l'histoire. Et moi, je me souviens que quand, en 2008, tu rêves de te faire drafter par les Spurs. Et quand tu ne te fais pas drafter par les Spurs, ça ne se joue pas grand-chose. C'est un vrai coup dur pour toi. Quelle relation tu as avec Popovich? Je sais qu'on a vu Evan il y a quelques semaines de ça. Et qui me dit qu'il avait croisé dans un restaurant à New York, il était allé le voir. Ah, Evan, comment ça va? Il commence à lui parler de basket, il fait parle-moi de ta vie, ta femme et tout. Je sais qu'il aime bien les joueurs français. Tu as quel rapport avec Greg Popovich? Ah bah oui, bah c'est grâce à Tipeee, ça. Mais moi, oui, le fait moment où je fais mon truc pré-draft, où j'arrive dans la salle pour m'entraîner et tout, et Pop, il vient me voir, il fait non, assieds-toi. De toute façon, je vais drafter, donc je m'en fous, parce qu'il met mes 3 tirs de suite, maintenant je veux te connaître. Et je ne suis pas entraîné. Donc j'ai parlé avec lui pendant 2 heures, pendant que les autres faisaient leur entraînement pré-draft. Moi, j'étais sur le côté à parler avec Pop pendant 2 heures. Pour les mecs, ils étaient great cheese. Non, mais il commençait à me dire, oui, j'ai été à Honfleur, j'étais machin, enfin les trucs à côté de où j'habite, quoi. Les plages de débarquement. Ouais, il me parlait de tout ça, en fait. C'est un mec vraiment ouvert sur... Il m'a coaché une fois, quand j'ai fait le match en Afrique du Sud. C'est la seule fois il m'a coaché, mais bon, à chaque fois que tu le croises, tu vois, c'est un mec, voilà, qui est ouvert. Il n'aime pas parler basket, ça c'est sûr. Il n'aime pas parler basket en dehors du truc. Donc, sur le peu de fois que j'ai pu passer un peu de temps avec lui, ouais, c'est un mec exceptionnel, c'est sûr. Il n'y a jamais de possibilité dans ta carrière de raccrocher le wagon des Spurs? Non, vraiment. Tony n'a pas fait de lobbying? Bah si, on avait essayé, mais après, tu vois, quand j'ai eu mon premier contrat, de toute façon, je savais très bien que pourtant d'aller matcher. Après, j'ai été trade à Charlotte, après je suis re-signé, après ils avaient Kawhi, donc ils étaient mieux avec lui qu'avec moi. Après, il n'y a pas de Spurs juste pour... voilà, donc ça va se faire ça parce que j'ai été drafté en 25 et puis 26. C'est Houston qui m'enchaîne à Portland. Et il draftait qui en 26 Georgie. Georgie. Mais qu'ils utilisent pour jeter Kawhi Leonard, donc ça c'est bien terminé. Ils ont été gagnants. Ils ont été gagnants. Grave. Délire, hein. C'est toi, Nico, j'ai envie de te connaître. On va t'envoyer une diana. Pas sympa, quoi. Ils se sont bien, ils ont bien fini avec ça. Il est devenu donc le coach le plus victorieux de l'histoire, qui a le plus de victoires de l'histoire. Tu le mets à quelle place, toi, dans la hiérarchie des coachs? On en a parlé un peu avec Jacques et Thomas Larocque il n'y a pas longtemps. Mais on aime bien faire un petit peu des top 3, oui.
Oui, tu mets top 3 C'est quoi, tu mets quoi avec Phil et Riley Fred Orbach. Tu mets Red Auerbach? Ouais, quand même. Toi aussi? Après, je me Riley, frère. Red Auerbach, j'ai jamais vu coacher. Moi, je l'ai vu, il avait un système en haut, mais il l'utilisait bien. Après, c'est pas forcément. C'est vrai qu'il y avait 11 équipes. Non, mais pour coacher la même équipe et les faire gagner. Parce qu'en face, ils étaient 11, mais il y avait une équipe qui avait Wilt. Hein. Allez, c'est vrai. Je vais faire. Ils avaient Wilt, ils avaient Jerry West, ils avaient Gene Baylor. 3 mecs qui sont dans le top 20. Quand ils se barrent, c'est Bill Russell qui fait entraîneur joueur, il gagne quand même. Donc, oui, mais il le fait quand même. Oui, non, mais ses mains sont remplies quand même. Moi, je mets 4. Je mets Riley, moi j'aime bien mettre. Riley, tu mets en 4. Allez, tu mets en 4. Moi, je le mets en 3. Moi, Popovic Riley, il y a débat. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Je voulais juste avoir ton avis sur Popovic, que tu ne mets pas dans ton top 3, très bien. Je le mets. C'est Riley que tu ne mets pas dans ton top 3. Quatrième. Il y a un coach qui, là, pour le coup, est vraiment en galère, lui, qui est loin de devenir le coach le plus victorieux de l'histoire, c'est Frank Vogel. On a vu cette semaine avec Steph et on a été honnêtement surpris par sa passivité, par l'attitude, la tristesse du jeu proposé. Comment c'est possible d'avoir... Alors on sait que LeBron est un joueur dur à coacher, voire incoachable, parce qu'il est trop fort. Mais comment c'est possible de proposer si peu de choses sur des choses comme ça? Mais après, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais rien prouvé non plus, tu vois. Et Indiana, elle a fait des choses correctes. Dans un autre basket. Dans un basket défensif. Oui, il y avait du monde aussi. Hein. Entre Georgie, PG, Hubert et David West, tu pouvais... même Les Stevenson, tu pouvais y aller. Mais après, ce qu'il a fait ces 2 premières années aux Lakers, voilà, il est champion en première année. Il met un run dans la bulle. Voilà, mais il est champion en première année, l'année dernière, sont la meilleure défense. La Ligue. Ils sont la meilleure défense l'année dernière. Sauf qu'ils perdent Caruso, ils perdent Kuzma, ils perdent Magui, ils perdent du monde, quoi. Ils perdent du monde. Ces mecs-là tu peux envoyer aussi au Mastic. KCP, ils perdent du monde quand même. Hein. Comment t'expliques cette saison des Lakers qui sont censés avoir une équipe pour jouer le titre et qui, à le moment où on te parle, ne sont pas en pays? C'est... je sais pas, je suis pas dedans, je sais pas ce qui se passe en interne. Voilà. Moi, pas loin, par contre. Oui, je suis pas loin. Je suis pas loin, mais après, tu sais pas ce qui se passe. Moi, je suis comme tout le monde, je vois ce qui se passe sur le terrain seulement. Je sais pas ce qui se passe en entraînement, je sais pas ce qui se passe physiquement, je connais pas leurs relations, donc c'est un peu difficile de juger. Tu peux voir que oui, l'intégration de Westbrook est difficile. De toute façon, il joue bien quand il est qu'avec un des deux ou tout seul, qu'il avait fait des vrais stats. Il était bon depuis 7-8 matchs, hein, Westbrook. Et là, hier, il fait un bon écartant. Il a un passage. Quand LeBron revient, il a 34 très tôt dans le match, il finit à 38. Il finit à 38, il n'est plus un passage. C'est l'un ou l'autre, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, ce que j'avais vu, surtout, c'était dans l'arrivée des Lakers, c'est pour ça qu'ils avaient drafté Lonzo aussi, c'est ce que Magic avait dit, qu'ils voulaient un autre ballender pour laisser LeBron, parce que c'est ce qu'il avait fait à Cleveland, et il s'était fatigué à Cleveland, on a reproché ça, il n'y a personne pour faire le jeu, du coup... il part de Cleveland, et en partant de Cleveland, du coup, il faut qu'on l'aide à faire le jeu, parce que ça n'a pas marché quand Kyrie est parti. Enfin, c'était les reproches qu'il y avait autour de ça. Pas de lui, pas pour lui, mais comment l'équipe de Cleveland était montée. Et je sais qu'ils avaient drafté Lonzo, justement, pour amener ce meneur de jeu, pour lui éviter de faire ça. Le truc, c'est qu'il est tellement fort à faire ça, que tu peux pas en mettre un autre ballender. Pour ça que Lonzo, ça n'a pas marché. Et c'est pour ça, je pense que Westbrook, ça marche pas. Tu peux pas avoir un autre ballender meneur à côté de lui. Il est tellement fort, c'est lui le prend garde. Il est tellement fort à ça. C'est pas des reproches envers LeBron, hein. Je dis pas que c'est qu'il y a des mecs, tu peux pas. Donc l'équipe, ils ont mal fabriqué l'équipe. Ah oui. Ils ont mal foutu l'équipe dès le départ. Mais oui. Tu croyais toi au début? Le Westbrook LeBron. Ouais. J'étais très sceptique, comme beaucoup de monde de toute façon. Après oui, je dis ça marche. S'ils s'adaptent, les trois ils font leurs concessions et s'adaptent, ça peut être monstrueux. Mais c'est difficile, des fois ça marche pas. Toi, Westbrook, quand moi les critiques de Westbrook, je suis pas forcément pour parce que il est le joueur qu'il est. Il est phénoménal dans son domaine. Il fait des choses extraordinaires. Ce qu'il a fait depuis 3-4 ans, surtout que KD, même avant que KD soit parti. Mais surtout depuis que KD est parti, c'est extraordinaire. Alors, ça sera peut-être pas pas de bague ou machin, mais quand on parlera dans Westbrook dans 10 ans, on en reparlera comme, ouais, putain,
On a eu Russell Westbrook quand même, c'était un phénomène. Là, on est sur le moment présent, on est à chaud. Donc... Mais quand il aura fini, on en reparlera comme oui, c'était un... Je suis très curieux de voir ce que le Westbrook va laisser dans l'histoire. On sait qu'avec ces triple-doubles-là, qu'il a banalisé... Le fait qu'il fasse péter Oscar Robertson, c'est de lui. Oui. Certes, mais il y aura aussi quand même cette espèce de... Oui, unfinished business, ouais. Oui. Depuis que t'es allé, tu parles en Ouais, complètement. Mais après, on a même des mecs dans l'histoire. Après, tu peux comparer à qui? Regarde, genre, j'ai pas vécu ça à l'époque, mais Bernard King, ouais. Il était jugé comment à l'époque? Dominique Wilkins, c'était jugé comment à l'époque? C'est pour ça que je suis curieux de voir. Tu vois? Et maintenant, aujourd'hui, les gens, ils sont respectés. Non, mais regarde T-Mac. T-Mac, qu'est-ce qu'il laisse? Super score et tout. Il passe pas un premier tour de playoff. Mais il n'est pas bâché pour ça. Si, à San Antonio, il passe. Hein. Oui, d'accord, merci. Il est un rebond off de champion, même. Mais après, de revenir sur Westbrook, il y a aussi le fait qu'ils prennent Kendrick Nunn, qui joue pas un match de l'année, et qui est censé être quand même un backup solide de Westbrook. Bon. Explique-moi d'ailleurs en NBA comment ça se passe, parce que moi ça me rend ouf, quand ils prennent des mecs blessés qui jouent pas de l'année. Le trade de Brooklyn avec Ben Simmons qui va pas jouer de la saison, Kendrick Nunn, il arrive de Miami, il joue pas de la saison, c'est juste du business en fait. Bah c'est différent, Nunn et Ben Simmons. Kendrick Nunn, je sais pas du tout. Mais apparemment c'est sérieux. Apparemment c'est sérieux son truc. Mais Ben Simmons, de toute façon, le trade il prend l'année prochaine. C'est pas un trade pour maintenant. C'est-à-dire que tu bazardes quand même une année potentielle, il serait plus tout jeune. Hein, je sais, mais bon, ça c'est. Ouais. Je pense qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient de toute façon. Ils savaient, tu sais. Le mec il a pas joué depuis juin dernier, il a le mental en vrac, il a le dos en vrac. Tu sais très bien que cette année, il va pas être à 100%. Si tu l'as un peu, ça va être, ouais, tant mieux, mais tu n'auras pas le Ben Simmons que tu souhaites avoir. Pour finir sur les Lakers, pour toi cette année, leur saison, elle est, même s'ils accrochent un play-in, tu les vois aller au bout? Est-ce que tu t'imagines un scénario incroyable? C'est incroyable. Où LeBron... C'est la Ligue, c'est la NBA. Tout est possible? C'est la NBA. Il se passe tellement de trucs de fou. Bon, bien sûr que la probabilité que ça se passe est faible, mais tu dis, allez, en faisant 12 avril, c'est 0-0. Hein. Tout le monde repart à 0 de toute façon. Donc tout ce qui s'est passé depuis 6 mois, on s'en fout. Et tu commences une série avec LeBron James, Anthony Davis ensemble sur un terrain où, ok, là maintenant c'est une deuxième chance limite. Hein. Ce qui va se passer pour eux, c'est une deuxième chance parce que on est qualifié. Ok, on a évité la merde, donc maintenant on est quand même une chance d'être dans la grande danse. LeBron et dit ensemble. On sait jamais. Sait jamais. Après, il faut faire le play-in pour aller en play-off. Oui, faut gagner 2 matchs. Tu sais que cette année, la NBA fête les 75 ans, et dans ces 75 ans, elle célèbre aussi les Européens et les meilleurs moments des Européens. J'aimerais, avec toi, avec Steph, que tu nous dises un petit peu tu nous fasses ton 5 majeur européen dans l'histoire de la NBA. Faut que les postes soient respectés ou pas? À peu près. À poste respecté? T'as le droit de jouer grand. T'as le droit de jouer grand, on va dire. Si tu veux mettre Yanis en 3 ou en 4, tu fais ce que tu veux. Je le mets en 2 alors. Il a commencé meneur. Là, t'abuses un peu, par contre. Il a commencé meneur. Tu peux mettre Dark en 3. Tu peux commencer pour mettre Babac en 1 aussi. Il est meneur un peu. Moi, je mets Tipeee. Je mets Tipeee en 1. Ouais. Ouais, mais je mets 4 grands après. Est-ce que tu veux que je te donne le 5 de Nowitzki qu'il avait la semaine dernière? Vas-y. Tony Parker en 1. Ouais. Drazen Petrovic en 2. Ouais. Yanis Antetokounmpo en 3. Ouais. Pau Gasol en 4. Ouais. Il met Luka Doncic aussi sur un poste extérieur. Non, il fait Antetokounmpo intérieur, il met Luka Doncic. T'as le droit à un 6e homme si tu veux. Le truc, ouais, je mets Tipeee en 1. Là, il faut qu'il joue grand, mais Yanis, Dirk, Pau. Je mets Jokic. Belle équipe. Parquet doit prendre. Non, je mets Jokic quand même. Jokic parce qu'il est MVP, il a fait 2-3 trucs en plus que Luka pour l'instant quand même. Il est MVP, il est en finale de conférence. Parce que ta théorie, Erwan il a une théorie en disant Luka Doncic, ok, fantastique joueur, ça fait 3 ans ou 4 ans à peine qu'il est dans la ligue et il a encore rien fait. Mais c'est un peu le cas pour Drazen Petrovic aussi. Qui a pas joué. Est-ce que Drazen Petrovic, sur le peu de saisons qu'il a joué NBA, il a certes été fantastique. Mais après, est-ce que c'est les meilleurs arrières européens qu'il y a eu? Parce que Luka, c'est un meneur. Ouais. Après, Petrovic, c'est une époque où, pour venir à NBA, il faut que tu détruises l'Europe, comme tu l'as fait Doncic aussi. Mais c'est une époque où c'est quand même fermé, et il arrive et alors à Portland, c'est. Il galère à Portland, mais après. Il galère beaucoup, mais il arrive à New Jersey et c'est un très fort scoreur.
pour moi, les époques, c'est un petit peu différent. Il n'empêche que moi, Doncic, je l'ai pas mis quand la NBA m'a demandé, je l'ai pas mis dans mes 2-5 même, mais parce que ça fait que 4 ans qu'il est là. Mais ça fait 4 ans qu'il est là. Si tu fais un deuxième 5, je mets dedans. Moi, j'ai pas envie qu'on oublie les Boris Dio. J'ai mis des achats. Non, j'ai mis Boris Dio, par exemple, qui honnêtement, et Luka Doncic va faire une meilleure carrière, a déjà peut-être même déjà réalisé plus. Mais Boris, il est champion NBA, il est MIP. J'ai pas envie qu'on oublie ces mecs-là. Quand Luka Doncic, tu leur as 8 ans, 10 ans de NBA qui sera champion MVP, là, je les mettrais. Pourquoi on est pressé de tout de suite mettre ces mecs dans... Et pour oublier ça. Donc toi, il est obligé d'être champion. Il est obligé d'être champion ou MVP pour vous. S'il fait 8 ans, qu'il est 8 fois All-Star... Non, si tu prends pas le bon angle de ce que je dis juste que des mecs comme Boris, qui ont été champions NBA, qui ont été MIP, j'ai pas envie qu'on oublie tous ces Européens qui ont fait des choses là trop vite. Ouais. Voilà, c'est tout. Très bien. Et évidemment que Doncic, il va y être. Non, moi, je le mets dans mon deuxième 5. Oui, tu peux. Déjà, je le mets dans le deuxième 5. Pas dans le premier, pas encore. Mais tu mets Rudy dans ton deuxième 5? Moi, je l'ai mis. Deuxième 5, réfléchis. Luka, oui. Drazen, oui. Kukoc, oui. Sabonis, Vlade Divac, c'est des propositions, c'est pas des... Turkoglu. Il a dit Turkoglu, Peja Stojakovic. Stojakovic, oui. Il manque un spot, pareil, mon foi. Je mettrais Divac. Tu mets Vlad? Devant Rudy? Pour l'instant. Pourquoi pas? Mais moi, ça me va. Pour l'instant. C'est pas définitif, parce que Rudy a clairement les... Après Rudy, quand il monte au Tomar, il se fait Non, comprendre par Batum. Parce que ce qu'il a fait aux Lakers à Sacramento, c'est quand même du boulot, ce qu'il a fait Divac. En tant que joueur, pas en tant que GM. En tant que joueur, oui. Bon, après l'époque, j'ai eu... Oui, bon, en plus, il a fait le trade Kobe, c'est grâce à lui. Techniquement, Divac, quand Kobe a changé contre lui. Il l'a envoyé au charbon. Il l'a envoyé au charbon à Charlotte, ouais. Il rebondit bien derrière, en Californie. Ça arrive souvent, ça, j'ai l'impression. C'est un bon endroit pour rebondir. Un Européen qui sort de Charlotte pour rebondir en Californie, c'est... Ouais. Non, mais il rebondit derrière à Sacramento, et puis encore All-Star derrière à Sacramento. C'était un pilier de l'équipe, donc... Ouais, Divac pour l'instant. Même si Rudy a plus de... Mais tu vois, c'est un peu la même théorie. Ouais, mais moi, je mets... mets... Mais alors c'est vrai qu'il est tellement fort que les gens te disent tout de suite, tu sais, les fans hardcore, comme il y en a beaucoup. Et moi, Doncic, je suis pas... Divac devant Sabonis, parce que Sabonis est arrivé trop tard. Il est arrivé trop tard. Ouais, je parle de la carte NBA. Ouais. Pas global, même global, ouais. Mais sur la carte NBA, ouais, deuxième 5, Luka, Drazen, Kukoc, Stojakovic, Divac. Il y a beaucoup d'Européens, on l'a dit maintenant, qui sont Frances Pierre, Jokic, Doncic. Il n'y a pas de coach encore européen qui ont été head coach, à part Kokoskov. Igor. Ils ont vite mis sur le teco quand même pour mettre Monty Williams à la place. Bon, on va pas leur reprocher. Même si ils ont été un peu sévères rapidement avec le Kokoskov. Mais ils ont l'opportunité de Monty Williams. Mais Sina, qui a été longtemps assistant de Pop, on a compris que Pop allait pas lâcher. Scario qui a eu une déclaration la semaine dernière en disant moi j'ai fait des entretiens pour avoir des jobs, mais j'ai tout de suite compris que les États-Unis et la NBA n'étaient pas encore prêts à passer ce step-là. Tu sais que Messina a failli faire Charlotte. Ah ouais, mais il a pas fait. Moi, ouais, il a... Quand... Ouais. Ta vie aurait peut-être changé. Ah, bah ça. Mais t'imagines quand même... Non, mais ça, c'est parce que moi, quand c'était GM, l'assistant GM, qui me dit, ouais, je sais pas si j'ai le droit de parler de ça, mais grave, c'est pas grave. Et il me disait, ils étaient en 3 finalistes, c'était Borrego, Jelaranaga, qui est maintenant ici, et Messina. C'était les 3 finalistes du poste à Charlotte. Laranaga, je m'en serais bien sorti parce que ancien Lasvel, on parle de Lasvel tout le temps, il parle du championnat de France tout le temps. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et Messina, je m'en serais bien sorti aussi. Est-ce que c'est pas fou? Et honnêtement, je ne veux pas tomber gratuitement sur Borrego là. J'ai déjà fait assez de blagues là-dessus. Je crois que j'ai vu tout mon sport. Après, il fait une saison correcte. Non, mais là, ce qu'il fait, c'est un bon coach. J'ai jamais dit que c'était un mauvais coach, Borrego. C'est juste que moi, ça n'a pas matché. Au moment où il sort d'Orlando, lui, hein. Et à Orlando pour revenir au San Antonio. Au San Antonio, donc voilà, c'est ça, il fait Orlando, San Antonio. Donc au moment où il déboule, Messina, tu aurais Messina quand même. Et donc tu vois, ça veut dire que les Américains, ils dévalorisent un peu le... Peut-être. Moi, je suis. Non, mais après, je peux comprendre pourquoi Charlotte a fait ça, parce qu'il a une vision. En fait, quand on est arrivé à Charlotte, il n'a pas fait l'équipe. C'était des contrats qui étaient déjà là. Kemba, moi, Marvin, MKG, Cody, c'est pas son équipe. Là, depuis un peu plus l'année dernière, il a son équipe. Il a des joueurs qu'il veut. C'est ça qui est important aussi quand tu es un coach. Quand tu arrives dans une équipe et que tu as des contrats en cours,
c'est compliqué d'imposer ta philosophie parce que ça ne marche pas. Parce que nous, on était montés par Steve Clifford. L'équipe était montée par Steve Clifford. Et Steve Clifford et Borrego, c'est pas les mêmes coachs. Ils sont totalement différents, les deux. Que là, maintenant, bah, il a Lamelo, il a Kelly Oubre, il a Miles, il a PJ, ils ont pris Montrez, il a Plumlee, ils ont montré ça. Lui, c'est ça. C'est ces types de joueurs-là. Il n'y a aucun Européen. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois un coach européen quel coach européen, pour toi, pourrait faire traverser la Manche comme ça, en étant coach numéro 1? Bon, Messina, je pense que... Messina aurait pu... Il aurait dû... Il s'imprègne aussi de la culture NBA. Mais j'ai l'impression que sa chance, elle est passée. Il a quand même fait les Lakers, les Spurs. Moi, je pensais que c'était lui, l'après-pop, ça n'a pas été le cas. Après, Zeljko Obradović a clairement dit que lui, il ne peut pas coacher NBA parce que c'est une ligue de joueurs, en fait, et que le coach perd énormément de pouvoir. Il ne peut pas mettre les branlés qu'il met aux joueurs. Et c'est pour ça aussi que certains coachs européens n'acceptent pas. T'imagines dire « Chez Manu, fuck you !» Une petite taloche. direct. C'est pour ça qu'il y a des coachs aussi qui n'acceptent pas aussi de ne pas avoir de pouvoir, parce que le pouvoir, il est aux joueurs en NBA. C'est ça qui peut être une problématique. Après, il y a quand même quasiment la double culture. Tout à fait. Mais ouais, est-ce que les joueurs américains seraient prêts à accepter ça aussi, ça. Est-ce que tu fais coacher les Browns par un mec qui a coaché 5 ans en Euroleague? Que même déjà David Blatt, c'est du mal à passer. Et pourtant, Blatt est américain. Ouais. Mais c'est un label Euroleague. C'était label Euroleague. C'était pas forcément bien passé. Maccabi. C'est problématique. J'ai envie qu'on parle la nouvelle génération des Français. Ouais. Quel regard tu portes un petit peu sur... alors il y a des fortunes diverses, mais quel regard tu portes sur cette nouvelle génération? Avec Steph, on le dit beaucoup. On a l'impression que c'est une génération, comparée à la génération 82, Tony, Boris, Mike Petrus, la génération 88 qui est suivie par celle d'Evan Fournier notamment après. On a l'impression que pour eux c'est beaucoup plus compliqué que pour vous. Ouais. Alors pourquoi? Pourquoi, je sais pas, j'ai pas beaucoup... Je bosse pas avec eux, enfin je suis pas dans l'équipe avec eux, je sais pas comment ça se passe. Théo, c'est l'exception, parce qu'il fait quand même une bonne première année. Il fait une bonne année rookie, mais ils ont drafté Guy qui fait qu'extra. Ouais. Et toi, donc du coup, c'est quand on le fait jouer, il est bon. Le truc, c'est qu'ils ont pris Guy, et puis Guy est tellement fort que c'est Shea devant lui, que c'est un peu fait barrer la route. Donc après, il y a des événements, des trucs qui arrivent de fois sur ta route, c'est un peu galère, mais quand il a l'opportunité de jouer, Théo, il tape. Donc, je sais que Killian Hayes a eu des problèmes de blessure, mais là, il est en train. Après, c'est la confiance aussi. C'est son meilleur match. Hein. Ouais, il a été bon hier. Il a été bon hier. Bon, après, faut que ça monte. Hein. Moi, c'est quand on me demande le conseil que j'ai pour les jeunes, c'est allant NBA. C'est très facile d'aller en NBA. Et rester, tu peux dire. D'y jouer, c'est dur. Et d'y rester, c'est chaud. C'est chaud de rester dans la ligue, c'est pas évident de rester en NBA. Est-ce que vous, Tony, Boris, Mike, hein, on l'a oublié, mais Mike Petrus, toi, Rudy, Evan, quelque part, vous n'avez pas montré un mauvais exemple, entre guillemets, de dire que, mais en fait, ils y vont, ça se passe. Et... Mais ça, en fait, ce que j'ai l'impression que le public extérieur, c'est ça, c'est que, moi, on nous dit souvent ça en NBA, c'est que la moyenne d'une carrière, en moyenne, c'est moins de 4 ans NBA. Alors oui, tu vois les mecs qui jouent 20 ans, mais on est 4 ans, à peu près 450 jours en NBA. Il n'y en a que 250 qui jouent. Et sur les 250, t'en as 150 qui sont sûrs d'être là l'année prochaine. C'est-à-dire que tu as 300 mecs qui sont en ballotage. Donc sur les 300, 80% vont rester en NBA. Mais tu as une draft, hein. Tu as 60 mecs qui arrivent encore. Chaque année. Tu as 60 qui vont venir. Hein. Et puis après, tu as les Summer League, et puis tu as les machins, et puis... donc, c'est-à-dire que tu as à peu près 300 bonhommes qui sont, entre guillemets, il y en a qui sont plus ou moins sûrs, mais qui sont en ballottage. Et moi, j'étais à 2 doigts de dégager. Hein. Je l'ai senti, ça, le truc de NBA. Quand? Charlotte. Je me dis merde. Mais tu avais déjà une expérience, tu étais un vétéran. Ouais. Mais en fait, il faut tout faire pour rester dans cette ligue-là. De faire 10 ans, c'est un exploit limite. Hein. Là, je vais faire 15 ans. Je vais faire 15 ans dans cette ligue et 15 ans, parce que, à part, on va me reprocher Charlotte, mais il n'y a que 3 mois où j'ai pas joué. Sur 14 ans. Parce que ça s'est arrêté. Parce que j'ai ma dernière année à Charlotte, premier match de saison, je me pète le doigt. Du coup, les fractures, je joue un mois et demi, je reviens fin novembre.
Et là, la saison s'arrête début mars. Donc il n'y a que 3 mois et demi, techniquement, où j'ai été mis sur le banc, sur 14 ans. Et donc je sais que par rapport à ça, je suis assez fier de ça, parce que c'est chaud de rester dans la ligue et de jouer. Et là, je vais faire 15 ans en jouant, en ayant un rôle, et en finissant en ayant un rôle dans une équipe qui va être contender. Donc, mais de jouer, de passer le premier contrat, d'en faire un deuxième, puis un troisième, c'est pas évident. C'est ça, en fait. Il faut vraiment que... Après, je sais qu'ils l'ont, mais il faut vraiment qu'ils fassent attention, surtout les joueurs français NBA, c'est que t'es en NBA, bravo. Mais maintenant, c'est là que le vrai taf commence. Il faut aller sur le terrain. Et justement, ces garçons-là, je pense à Jalen Howard, qui a été bon contre Détroit la nuit dernière. Je pense à même Franck qui a du mal à trouver un spot. Yves Ponce, des garçons comme ça. Sekou Doumbia, qui sont, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? On continue à essayer de vivre ce rêve-là pour mettre un pied et avoir un vrai rôle, ou à un moment donné, on se dit, écoute, j'ai essayé, moi j'ai envie de jouer au basket, je rentre en Europe. Après, oui, après, faut savoir où tu en es. Que les mecs essayent, restent et tendent jusqu'au bout, je n'en veux pas. Quand je vois, oui, il faut qu'il rentre en Europe, il faut qu'il fasse... Non, tu n'es pas dans la vie du mec. Il a réussi. Il a réussi, voilà, il a forcé, il y a des chiens. Regarde, Peter, il essaye, ça se trouve, ça va bien se finir pour lui à la fin. TLC, il tente, il y a des mecs, après, ils sont un rêve NBA. Et à un moment donné, si ça marche pas, tu galères, bah, tu fais comme Alexis, genre ça. Alexis est rentré. Mais il est revenu après derrière, parce qu'il est remonté en rentrant en France, il a bousillé tout le monde. Il est rentré avec un projet autour de la cible, où Vincent Collet... Vincent a fait le boulot. Je vais t'aider à t'aider, et il est revenu. C'est pas évident, c'est fort ce qu'il a fait, Alexis. Oui. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont draftés au premier tour, font une carrière où ça se passe pas forcément bien, rentrent dans leur pays et reviennent et signent un contrat 20 millions derrière. Il n'y a pas beaucoup qui ont fait ça. Et Alexis, c'est fort ce qu'il a fait. Et donc après, j'espère que tous les jeunes, ça a marché, toute la nouvelle génération, j'espère qu'ils vont marcher sur NBA. Mais après, oui, est-ce que tu dois prendre une décision? Est-ce que tu dois penser à ton avenir? Est-ce que tu peux forcer? Ça dépend de l'opportunité, ça dépend de l'équipe, ça dépend où tu tombes, ça dépend du moment, ça dépend beaucoup de choses aussi. C'est dur de dire, parce que c'est des gamins, ils sont jeunes, ils ont 21, 22. Et puis ils nous voient, nous, toi. Voilà, de leur dire, non mais là, va peut-être en Europe et c'est compliqué. Après, c'est pas une honte de rentrer dans une équipe de Euroleague. Non, mais le rêve, une fois de plus, tu peux pas, c'est dur de dire à des mecs de 20 ans ou 22 ans, de dire, la NBA, c'est peut-être trop dur pour le moment, va en Europe, tu ne crois plus en tes rêves. Vincent Poirier est un bon exemple. Mais il est plus âgé. Mais Vincent n'a pas eu la hype que les autres ont eu. Oui. Kylian, il avait une hype de malade en France. Théo, toi, les deux, Théo et Kylian, c'est le nouveau Tony. C'est le nouveau gamin, puis on drafté. Sekou, il avait une hype de malade. Franck, ces mecs-là, ils avaient une hype avant de partir. Mais c'est peut-être de notre faute aussi à nous, ça. Parce que ça fait 15 ans que les Français, on a une vraie cote en NBA, qu'on joue à notre niveau. Tu as regardé pendant un moment donné, depuis les années 2010, où quand Evan et Rudy sont arrivés, bah, tu avais Tipeee, Boris, Evan, moi, Rudy, enfin, tu avais à un moment donné, à l'époque, tu avais Ronnie, tu avais Mike, tu avais tout. Quand tu étais français, tu avais besoin, tu avais Yann, Mani jouait, Petro jouait, tu avais besoin, Mike Géabal jouait aussi. Il a Seattle après Minnesota. Les mecs en NBA français, il y en avait une cote, limite, il fallait avoir son français dans son équipe. J'exagère un peu. Mais c'était les Français avec les Français venaient et étaient bons. Et maintenant, il y a cette hype-là par rapport au potentiel, le potentiel du basket français est énorme. Ce qui suit derrière, sans mentionner Victor, c'est incroyable ce qui arrive derrière. Le basket français, pendant 15 ans, moi je m'arrêtais. Parce que j'ai entendu quelqu'un, je ne citerai pas le nom, qui avait dit, non je ne citerai pas le nom, qui avait dit quand Tony Parker va s'arrêter, il y aura un énorme tour de basket français. C'est pas moi. Non, c'est pas toi, mais bon. C'est pas moi non plus. Mais bon, le mec qui se démerde. Je dirais pas qui, il faut être vos recherches. On l'embrasse en tout cas. Non, mais il y aura un énorme tour de basket français, il y aura un truc, ça va mal se passer, il y aura un truc d'air. Mais tu sais que ces délires-là. On a quand même bien comblé le vide quand même. Ces délires-là, Nico, on les a dans tous les sports. Je parlais de sport que j'aime bien, le tennis, quand on disait que quand Djoko, Nadal et Federer vont arrêter, il n'y aura plus rien. Bon, le tennis, c'est histoire quand même, des mecs qui arrivent. Mais là, ce qui se passe dans le basket français, quand j'ai regardé un match la dernière fois avec Besson et Niang en Nouvelle-Zélande, c'est beau. Victor, Isaché, le petit Rupert qui arrive, enfin, je vais pas tous les citer, mais ouais, ça va être beau, quoi. C'est une belle transition. Ouais, c'est une très belle transition vers l'équipe. Juste, je voulais poser une dernière question sur ces jeunes joueurs que je viens de dire. Est-ce que tu as déjà reçu un coup de fil d'un d'eux pour dire
tiens, je suis un peu struggle, je suis dans Ouais, Franck est comme ça. Franck est comme ça. Franck est assez curieux, ouais. Franck pose beaucoup de questions, ouais. Et les autres? Les autres, c'est quand je les vois plus, mais après, il y en a, je ne peux pas forcément parler à tous, mais ils savent très bien que c'est un problème, ils peuvent nous appeler, hein. Ils le savent, ça. On parle des Français, on va parler forcément de l'équipe de France. Il y a l'Euro 2022 cet été, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024, il y a une Coupe du Monde entre les deux en 2023. C'est là-dessus les 3 dernières peut-être compètent avec l'équipe de France. Oh oui, c'est sûr. Terminé, JO 2024, terminé. Tout s'arrête pour moi, là. Trou noir. J'arrête tout. Je rentre. Je rentre. Bien finir sur une médaille Ce serait une bonne sortie, ça serait sympa, ça serait rêvé. Mais là, avec toute l'expérience que vous avez maintenant, vous avez quand même battu 2 fois les Ricains sur depuis. C'est que t'as un bilan positif à ça, depuis 2019. C'est vrai. En équipe nationale. En nationale, oui. Depuis 2019, vous avez battu 2 fois les Américains, vous avez perdu contre eux une fois en finale. Toi, Rudy, Evan, Nando. On va avoir d'autres jeunes qui vont arriver aussi. J'imagine que vous devez vous dire qu'en 2024 à Paris, il faut les taper et peu importe qui est en face. Oui, bah oui. T'es à domicile, avec ce qui vient de se passer l'année dernière, tu dois voir et viser grand. De toute façon, les attentes vont être là. On a un goût d'inachevé, de payer un goût d'inachevé. On a créé un truc, on a créé un petit buzz quand même autour de ça. Donc, pas la dernière fois, le tournoi basket il va être dingue, quoi. Ça va pas être facile en finale quand même. Parce que Lucas sera plus fort. L'Australie sera plus forte, la Serbie, voilà, non mais ça va être une dinguerie. Kevin Durant a eu des mots étranges à l'encontre de l'équipe de France là, récemment en disant beaucoup de respect pour les Français mais je les supporte pas. Il a même parlé de Gershon Yabusele, j'ai vu ça. NBA à Boston. C'était embrouillé ou je sais pas. Evan, on l'a vu, il a joué contre les Knicks, il a bien fait de il était petit. Comment t'expliques ça? Parce que les Ricains nous craignent en fait. Parce que des déclats comme ça, c'est dire non, ils nous craignent pas, ils nous respectent, je pense. On a gagné leur respect. Mais ça, je le ressens de toute façon. Pourquoi ils vous supportent pas alors pourquoi lui, Kevin Durant, il vous supporte pas? Parce qu'il le dit, parce qu'ils nous ont tapé. Juste pour ça. Il le dit. Les Américains peuvent perdre en Coupe du Monde. Pas au JO. C'est trop précieux pour famous. Tu vois, c'est-à-dire que KD a dans son résumé, j'ai perdu un match au JO. Il fallait jouer ça, pour Rudy mais non, mais ça fait tâche, ça. Pour eux, ça fait tâche. Qui perdent aux Coupe du Monde, on s'en fout. Toi, Jordan, la Dream Team n'a pas perdu, 92 n'ont pas perdu. À chaque fois qu'ils ont médaille d'or, c'est la seule équipe depuis 92 qui est médaille d'or avec une défaite. Je me souviens d'Athènes, quand ils perdent en 2000, déjà ça fait un bordel incroyable. Un bordel. Et après, la Redeem Team arrive. Exactement, la Redeem Team a fait mal au chino. Parce que les Coupes du Monde, tu vois, limite, ils s'en foutent un peu. Ils sont champions du monde ou pas, mais c'est pas ce qui reste dans l'histoire. Eux, c'est les Jeux Olympiques. Et de perdre un match au JO, ils n'en ont pas perdu beaucoup quand même. Ils n'en perdent pas beaucoup. Ils en perdent contre les Russes, avec le match. Il y a un film d'ailleurs là-dessus. Ils perdent à Séoul en 88. Et après, c'est Athènes, et après, maintenant, voilà. Et ça fait un peu tâche, entre guillemets, dans leur résumé. Mais c'est une forme de respect, parce qu'entre les joueurs français qui sont NBA, qui font le boulot, et puis on les tape, et quand ils nous battent que de 5 points. Et pourtant, KD était extraordinaire dans ce match-là. Même plus il était exceptionnel, mais il gagne que de 5. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire, c'est ça qu'il faut, et on a vu l'évolution du basket français aussi depuis la génération Tipeee, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, on veut taper les Ricains au JO. Mais c'est ce que j'ai dit en conférence de presse juste après le match. Quel est le positif à retirer de tout ça? C'est qu'on est fâché et on est vénère d'être que médaille d'argent contre eux. Pourtant, tu dois dire, les Américains, putain, Kevin Durant, il met 30 et quelques, ils ont Lillard, ils ont Lavigne, ils ont Draymond, c'est un bon résultat. Nous, à la fin, putain, on aurait dû, mais on s'en fout. C'était ça à la fin. On en arrivait là, et c'est ça la bonne chose. Et c'est ça qu'on essaie de retransmettre justement. On a comment dire, c'est ce qu'on essaie de donner, l'image, c'était là, à la nouvelle génération, parce que moi, je suis en équipe de France après Madrid. 2007, la cata de Madrid et la non-qualification à l'Euro en 2008. Après. Du coup, moi, j'avais une équipe de France 2009, on doit faire les putains de barrages.
Les barrages. Grande époque des barrages. Les barrages. Avant, là, on part dans un bourbier au sud de l'Italie, on va monter en Finlande. Que Tony est blessé. Mais tu sais que ce passage-là, il est en partie grâce à moi, parce que c'est moi, je faisais partie de l'équipe. De 2008, c'est vrai, c'est vrai. À Limoges. À Limoges contre la Turquie. C'est moi, Nico. Désolé, je m'excuse. Pas de soucis. Non, mais tu vois, on part là-dedans, tu vois. Moi, je suis arrivé à ce moment-là. Et c'est là où vraiment Tony et Boris ont vraiment pris le flow, ont vraiment repris le leadership et la main sur l'équipe de France. Vincent est à ce moment-là aussi. Et à partir de là, on est en train de monter. Eux, ils nous ont laissé le bébé, en fait, à Nando et moi. On a incorporé Rudy et Evan dans le leadership aussi. Voilà, nous, ce qu'on a connu. Voilà ce qu'on transmet derrière, parce que nous, c'est ce qu'on nous a dit de faire. Et après, ce sera à eux de continuer à faire ça et que le basket français reste dans le top 4 mondial minimum. Maintenant, quand l'équipe de France va dans un tournoi, il faut que ça soit l'objectif top 4. Regarde, je taille pas, mais je me rappelle, moi, ça m'avait choqué. Cette image que j'ai en tête, c'est Tokyo 2005, où on est 5e. Il y a une photo d'équipe dans le vestiaire, on est tous, ouais. J'en ai fait pareil. Je l'ai dit, mais on essaie. Alors, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. C'est comme le médaille de bronze à Belgrade en 2005. Le crève-cœur de la demi-finale, qui est horrible. Mais on était le basket français à l'époque. Et 15 ans plus tard, on l'a amené là. Où tu es en finale olympique, tu perds 5 points contre KD. Et t'es déçu. La prochaine fois, il faut qu'on se les fasse. Mais vraiment. Et on en est arrivé là. Et c'est une très bonne chose. Et c'est pour ça que les gamins qui ont arrivé derrière, ça, il faut qu'ils comprennent. C'est que ça fait... L'équipe a commencé depuis 2000. Après, il y a eu Tipeee. Après, il y a eu nous. Et maintenant, les gars, il faut continuer. Parce qu'on ne s'est pas fait chier pendant 15 ans à rester là-haut. On a connu des vrais trucs. On a connu des putains de désillusions. Lille, il y a eu Rio et 2017. C'est 3 ans qui étaient un peu galère. Mais on est remonté. Et on en est là aujourd'hui. Londres, c'est pas pareil. Londres, on a tombé sur plus fort. Oui. On a joué. Mais c'est pas une exception parce que c'est pas pareil. Lille, on a gagné. Faute sur la fin. Aussi. Mais 2016, c'était la cata. Oui. Pourtant, l'état, c'était cata. 2017, c'est la transition. C'était différent. 2012, on a joué, on a fait un vrai match. Ça s'est joué jusqu'au bout. Ils ont été forts. Ils étaient forts, l'Espagne. C'était au summum. C'était un beau match quand même. On est tombé sur plus fort, de toute façon. Donc, c'était pas pareil, là. C'était dur de perdre. C'est ce qui nous fait gagner l'année d'après. On est champion d'Europe derrière. Mais le basket français est là, aujourd'hui. On est la 2e équipe du monde. On l'est. Je m'en fous du ranking FIBA. On est la 2e équipe mondiale, aujourd'hui. Les Belges, le classement FIFA, c'est important. Là, on est 4e, je crois, ou 5e au ranking FIBA, mais on est la 2e équipe du monde. Et il faut qu'on reste dans le top 3, top 4. Justement, il y a un Euro cet été. 2022, il y a Nando qui a déjà dit qu'il n'allait pas y participer. Toi, comment tu le vois ce tour? Pareil, ça va être pareil pour moi, de toute façon. Ça va être pareil pour moi. Je pense que Nando et moi, il faut qu'on ait des vieux papis là. Ça va souffler 2022 pour faire parce que là, entre les enchaînements de saison, le mondial, les JO l'année dernière, les saisons physiquement. Cette année, j'ai galéré physiquement. J'ai galéré physiquement et je sais qu'il y a une énorme saison qui m'attend avec les Clippers l'année prochaine. Il y a un gros truc qui m'attend l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, on va jouer pour aller au bout, quoi. C'est peut-être ma seule chance où j'ai l'opportunité de pouvoir faire ça. Donc ouais, ça a été une réflexion, ça a été des discussions et puis c'est des joueurs à incorporer. Parce que l'équipe va changer maintenant. Nando et moi, on n'aura peut-être plus le même rôle, donc il y aura des changements de rôle, des changements de position. Donc il va falloir pas commencer à intégrer certains nouveaux mecs. Et alors que ça va pas plaire, je le sais. De toute façon, quand tu refais une sélection... Même encore maintenant, après tout ce que tu as donné, après tout ce que Nando a donné, tu penses vraiment que les gens vont être capables de vous juger en disant ça y est, il vient pas? Bien sûr que oui. Sachant qu'il y a 2022, 2023 et 2024? Bien sûr que oui. C'est pour ça que l'année dernière, j'ai profité à fond. J'ai profité à fond, parce que je sais très bien que quand ça va retomber, les gens vont... ça va se retrouver. Ça, je le savais, ça. Donc, mais voilà, je fais ça parce que aussi, la petite fille est née en janvier dernier, et puis depuis janvier dernier, 15 mois, j'ai pas passé beaucoup de temps avec non plus. Donc j'ai envie de profiter de ça aussi. Ils vont me dire oui, mais t'as bientôt, oui. Enfin,
tu connais ma vie personnelle, je sais que la vie peut s'arrêter comme ça. Donc, j'ai profité des fois, profiter aussi à fond. Donc non, c'est une décision, voilà, que je les suivrai. On m'a dit que c'était capitaine, mais si je perds, c'est ça qui est mon capitanat, c'est pas grave, je donnerai à quelqu'un d'autre, hein, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, donc du moment que l'équipe de France continue à marcher, voilà quoi. Mais je m'inquiète pas pour eux, on a tellement un vivier en équipe de France que ça va être quand même une belle compétition, un bel Euro. Ivan sera là, les jeunes vont être là, Vincent sera toujours là, et puis ouais. Je suppose que tu seras le premier supporter de Ah bah bien sûr, toujours. Parfait. Nico, merci beaucoup. On ne te verra pas à l'Euro, mais en tout cas, nous, on a été ravis de te voir ici chez toi je vais dire Beverly Hills. Non, rien. À Los Angeles. Oui. À Los Angeles. Non, pas à ce point-là quand même. Pas à ce point. Steph, merci, tu m'as régalé. On embrasse aussi, j'ai pas l'angle de cam bien, on embrasse Louis et Chris qui étaient derrière la caméra, vous nous avez régalé. Merci pour l'accueil. Grand plaisir. De toi et Aurélie. Et on se retrouve bientôt. Tu nous appelles de toute façon pour les Toujours. tu connais le numéro. Merci Nico. Merci à vous. On se guérit. Ciao, ciao.